Réinventant le polar et le film noir à la française, Touchez pas au Grisby brise les codes du film de gangster. Ce chef-d'œuvre du cinéma français, réalisé par Jacques Becker, a permis à un monstre sacré d'éclore, Lino Ventura, dont c'est le premier film, mais a aussi permis de relancer la carrière de Jean Gabin, boudé par les studios à son retour de la guerre. T'es toujours aussi belle, toi. Sois sérieux, Max. C'est ton oncle quand même. Ah, justement, comme ça sort pas de la famille. Dis donc, ça fait plaisir de retrouver ces petits amis en bonne forme, hein? T'as pas pensé souvent à eux? Ça fait 3 mois qu'on t'a pas vu. C'est les affaires, ma poupée, les affaires. Adaptation du roman éponyme d'Albert Simonin, Touchez pas au Grisby est sorti dans les salles en 1954. Jacques Becker, le réalisateur du film, cherchait à renouer avec le succès après l'échec de ses 2 précédents films. Il choisit donc d'adapter ce roman à succès au cinéma. Il propose à Albert Simonin d'écrire le film avec lui. Le film se centre sur la relation entre les 2 truands Max et Riton. Amis de 20 ans, ils viennent de dérober 50 millions de francs en lingots d'or. Maladroit, Riton, interprété par René Dary, dévoile le secret à sa compagne Josie, qui entretient une liaison avec Angelo, un trafiquant italien. Désireux de découvrir la cachette du butin, Angelo, Lino Ventura, et sa bande enlèvent Riton et proposent à Max de l'échanger contre les lingots. S'éloignant volontiers du scénario original, Jacques Becker cherche à mettre en valeur les dialogues, la relation entre les personnages plutôt que l'action. Le cinéaste se focalise sur Max et son ami Riton, 2 malfrats vieillissants et désabusés par la vie. Becker met le doigt sur la question existentielle que l'on se pose à un certain âge, où l'on est las et blasé de la vie. On est obligé de se taper la bouteille du taulier si Pierrot vient par ici. Puis alors après, il y a les mômes qui vont rabattre, alors comme elles auront faim, il faudra les emmener se taper la soupe à l'oignon. Puis après, il faudra se les farcir. Alors, mon pote, moi j'ai pas envie, je suis fatigué. C'est pas dehors. Bon, allez, je vais dire à Lola que je me tire. Hein. Puis après tout, dis donc, peut-être ce soir qu'elle va faire le micheton de sa vie, j'ai pas le droit d'y briser sa cordière. Comme un symbole, Max, le personnage principal joué par Jean Gabin, est devenu vieux, dépassé par les événements, un peu comme son interprète. À cette époque, Gabin est dans une passe difficile dans le cinéma français. Après une aventure hollywoodienne qui a tourné court, il s'engage dans les forces françaises libres. Il fait la guerre avec la 2e division blindée en tant que chef de char. À son retour à la Libération, Jean Gabin a les cheveux blancs. Le cinéma français va se désintéresser de l'acteur trop vieilli. Le comédien entre dans sa période noire. Il entame une traversée du désert. Il fait face à l'émergence de jeunes prodiges et son nom n'apparaît plus en premier au générique. Le théâtre, où il triompha, la seule note heureuse durant cette période. Gabin sent que sa carrière peut toucher à sa fin. Terrifié, il investit dans la terre. Il envisage alors une possible reconversion en tant qu'agriculteur. Jacques Becker permit à Gabin de relancer sa carrière. Pourtant, il n'était pas son premier choix. Becker pensait à Daniel Gélin, avec qui il avait déjà tourné en 1949 et 1951, mais ce dernier a refusé. François Perrier fut envisagé, mais le cinéaste cherchait un acteur plus âgé pour incarner le personnage de Max. Alors sous contrat avec la même société de production que Touchez pas au Grisby, Jean Gabin est conseillé à Becker. Bien qu'il a les cheveux blancs, une mine marquée par l'usure, le cinéaste désapprouve ce choix. Au sommet dans l'entre-deux-guerres, avec La Grande Illusion, Le Jour se lève ou Gueule d'amour, Gabin représente la fin d'une époque, désormais révolue du cinéma français. Malgré tout, Becker est intéressé par son physique marqué. Il décide de faire lire le scénario au comédien de 49 ans. Gabin saisit la chance de se relancer avec ce nouveau film qui lui offre une perspective presque autobiographique, tant le personnage a de points communs avec l'acteur. Regarde, gaffe un peu les valoches que t'as sous les yeux, regarde les miennes. Et puis ça, et ça. Crois que c'est beau, hein? Eh non, mon pote, crois-moi, va faut raccrocher, allons. Oh, t'exagères un peu, Max. Non, j'exagère pas, j'ai du chou, moi. Encore inconnu du grand public, Lino Ventura exerce ses talents de comédien non pas au cinéma, mais en tant que catcheur professionnel. Il mettra un terme à sa carrière après une fracture de la jambe. Il dirige par la suite une écurie de catcheurs, livrant des combats dans toute l'Europe. En parallèle, il est représentant de commerce de vêtements de bébé, tricotés par son épouse. Rien ne le destine dans une carrière dans le cinéma. Pourtant, sa carrière de catcheur professionnel lui permet d'acquérir une solide formation. Le monde
Le monde du sport professionnel, si vous voulez, est en quelque sorte, oui, une bonne préparation pour le monde du spectacle. C'est-à-dire? C'est-à-dire que les données sont à peu près les mêmes. Lino Ventura rencontre Jacques Becker par le biais d'une connaissance commune. Le réalisateur recherchait un acteur de type italien, une force de la nature, pour jouer le rival de Max, Angelo. Pensant que Becker voulait recruter un de ses catcheurs, Lino est aussitôt remarqué par Becker, qui voit en lui le profil parfait. Il lui propose un essai, lequel est concluant. Becker montra l'essai à Gabin. Becker m'avait montré son essai et j'avais trouvé cet essai extraordinaire. Je trouvais qu'il avait une présence terrible, une personnalité terrible. Et Becker, me le montrant à la projection, j'ai dit mais qui est ce gars-là? Où tu as déniché ce gars-là? Et ben il me dit c'est un catcheur. Et ben je lui dis mon vieux, il a une drôle de personnalité. C'est comme ça que Lino a commencé à faire du cinéma. Mais Ventura, qui a un talent inné, ne se voit pas acteur et refuse le rôle. Au culot et par provocation, il demande le même cachet que celui de Jean Gabin pour accepter de jouer le rôle. Et à sa grande surprise, Becker accepte. Gabin présente René Dary à Jacques Becker, qui interprète Riton, le frère d'armes de Max. Gabin propose également son ex-femme, Gaby Bonnet, pour jouer le rôle de Marguerite, femme de Paul Franqueur, incarnant lui, Pierrot, propriétaire d'une boîte et ami de Max et Riton. À noter la présence de Jeanne Moreau, un de ses premiers grands rôles, qui joue Josie, la jolie fille qui trompera Riton avec Angelo et dévoilera le secret des lingots cachés. Touchez pas au Grisby reprend tous les codes du film de gangster, mais Jacques Becker dévoile une adaptation très novatrice pour ce genre à cette époque. Une ambiance particulière se dégage du film. La célèbre musique de Jean Vienner, avec le piano et l'harmonica, enveloppe le spectateur tout au long de l'intrigue. L'auteur de plus de 350 musiques de film signe ici une mélodie qui restera attachée à cette œuvre, à son ambiance et à son atmosphère. Cette musique lancinante, on l'associe au personnage de Jean Gabin, un tempo lent et affirmé, comme son caractère teinté de nostalgie. La prouesse de Becker et de ce film vient de cette ambiance qui se développe dans Touchez pas au Grisby. Le récit se déroule sur 2 nuits, au cours desquelles on distingue 2 parties distinctes. Une première moitié du film favorise la description des personnages, leur quotidien, leurs failles. Max et Riton mènent une vie ordinaire. Le cinéaste pose les bases du film noir, du polar à la française. Il y a peu d'action et plus de dialogue. Le récit se focalise sur les personnages. Les héros sont plus humains, ils sont faibles, vieillissants, confrontés à la violence de l'opposition avec la nouvelle génération de malfrats. La justesse des acteurs du film met en relief les caractères et les personnalités affirmées et complexes des personnages. Les savoureux dialogues, mélange d'argot, donnent aux personnages secondaires une importance particulière. En plus de la performance quasi autobiographique, magistrale et naturelle de Gabin, René Dary joue le compagnon raté de Max qui n'a plus confiance en lui et qui n'a plus de contrôle sur sa propre vie. Sa compagne, Rosie, est interprétée par Jeanne Moreau. Frivole et sensuelle, elle arrive à tenir tête à Gabin dans certaines scènes. Elle laisse déjà apparaître tout son talent et sa gouaille. Paul Franqueur, qui deviendra un grand ami de Gabin et Ventura, est le rôle secondaire dont on se souvient le plus dans ce film, grâce à la justesse avec laquelle il interprète le personnage de Pierrot. Écoute-moi bien, Fifi. Maintenant, on va s'occuper de toi sérieusement. Si tu nous dis où est Riton, on va gagner du temps. Si tu nous le dis pas, tu vas être très malheureux. Cynique et misogyne, il n'hésite pas à remballer sa femme avec des formules savoureuses. Félicitations. Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? On t'a pas sonné? Qu'est-ce que tu veux, toi? Et Lino Ventura, enfin, dans son premier rôle au cinéma, donne l'impression d'avoir toujours été acteur. Rival et concurrent de Gabin dans le film, Ventura excelle dans son jeu et son personnage de voyou italien. Becker a su développer au maximum la dimension de ses personnages, même secondaires. Un casting, des dialogues et une mise en scène qui ont conduit le film à être présenté à la Mostra de Venise en 1954. Gabin remportera le prix d'interprétation. Le film sera un énorme carton dans les salles, avec plus de 4 millions d'entrées, le plus gros succès de la carrière de Jacques Becker. Touchez pas au Grisby relancera la carrière de Gabin, qui s'installera durablement dans le cœur des Français. Fort de son nouveau statut de patriarche du cinéma français, il fait désormais de sa vieillesse précoce son atout, qui lui ouvre les portes de sa seconde carrière. J'ai eu l'énorme chance de tourner Touchez pas au Grisby. Et Touchez pas au Grisby, c'était en quelque sorte une réplique de ce qu'avait été Pepe le Moco dans le temps, avec, si vous voulez, 15 ou 20 ans de plus. Le film a marché,
et c'est reparti. Et c'est précisément 1 an après le film qu'il redécollera avec le film Les Grandes Familles, puis La Traversée de Paris. Gabin devint le monument que l'on connaît aujourd'hui. Lino Ventura resta inconnu après ce film, mais il fut remarqué de tous. Son envergure et sa gueule lui permirent de jouer les rôles de truand et de dur à cuire après ce film. Durant 5 ans, il resta cantonné au second rôle jusqu'en 1958, qui sera l'année de son premier grand rôle dans Le Gorille, qui rassembla plus de 3 millions de personnes en salle. Michel Audiard, dialoguiste de génie, qui lui écrira les plus belles répliques, s'était remémoré l'impression qu'avait laissé Ventura au public. J'étais allé voir Gabin sur le plateau et puis j'ai vu cet acteur qu'on connaissait pas, enfin pas du tout. Il n'était pas acteur d'ailleurs. Pas du tout, il sortait du catch, c'est Becker qui l'avait découvert. Et j'ai vu cette espèce de gars qui, quand même, vous savez, je crois que c'est ça une future vedette, c'est qu'on la remarque tout de suite, au fond, c'est ça le problème. Et j'ai vu Lino tourner, ça m'avait assez impressionné. J'ai dit, surtout devant Gabin, il faut quand même faire le poids. Et il était là, et d'ailleurs, c'est très simple, après la sortie du Grisby, dans le métier, on parlait, on disait toujours, mais dis donc, le mec qui joue avec Gabin dans le Grisby, le carré, là, personne ne savait son nom. Mais tout le monde l'avait remarqué. Gabin et Ventura, rivaux à l'écran, mais désormais partenaires pour la vie. Une grande amitié est née entre les deux acteurs sur le tournage. Ils joueront 5 films en 4 ans ensemble, dont l'excellent Razzia sur la Schnouf. Becker signe un film qui restera dans la postérité comme un des premiers films noirs et polars français. La justesse de la mise en scène, les dialogues soignés, le scénario en miroir de Becker qui voit à travers Jean Gabin son propre reflet, font de ce film une œuvre riche et complexe. Touchez pas au Grisby marquera le renouveau de Gabin, l'enfant chéri du cinéma français, et l'éclosion d'une légende, Lino Ventura.